Bonjour, bienvenue au Soir Santé. Aujourd'hui, nous parlerons du surpoids et de l'obésité. Nous sommes de plus en plus non actifs et la sédentarité n'est pas sans conséquence sur notre santé. Depuis 2018, l'OMS a classé l'obésité parmi les maladies chroniques graves. La prévalence combinée du surpoids et de l'obésité représente un défi majeur pour la santé publique en Algérie. Selon les dernières statistiques, 14% d'hommes sont en situation d'obésité, 30% de femmes et 12,4% d'enfants. Sans oublier les maladies associées, 13 types de cancers seraient associés directement, seraient en lien directement avec l'obésité, sans oublier les maladies non transmissibles comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Dans le cadre de lutte contre l'obésité et la prévention, l'Institut national de santé publique, en collaboration avec la Société algérienne de l'obésité et des maladies métaboliques et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vont lancer prochainement une enquête sur la prévalence du surpoids et de l'obésité chez les étudiants âgés entre 18 et 24 ans dans les cités universitaires. Pour nous parler de cette étude et de l'obésité, nous recevons aujourd'hui le professeur Amal Tebaibia, chef de service de médecine interne de l'hôpital de Betraria et président de la Société algérienne de l'obésité et des maladies métaboliques. Professeur, bonjour, merci de nous consacrer de votre temps. Bonjour, merci pour l'invitation et bravo pour le choix de ce thème, parce que c'est un problème réel de santé publique, pas uniquement en Algérie, mais partout dans le monde. J'imagine. Alors cette étude, professeur, le choix de la cible et quand est-ce qu'elle sera lancée et pourquoi ce choix? Est-ce que vous avez constaté un taux d'obésité élevé? Très bonne question. Donc, nous, on est parti du principe, c'est que l'obésité, aujourd'hui, c'est une maladie. Ça a été reconnu par l'OMS déjà il y a plusieurs années. Le ministère de la Santé aussi chez nous, il y a à peu près 3 ou 4 ans, a déclaré que l'obésité est une maladie chronique. Ouais. Et nous, justement, dans notre spécialité et d'autres spécialistes, nous sommes réunis justement pour créer la Société algérienne d'obésité et maladies métaboliques il y a maintenant à peu près un peu plus de 3 ans, parce qu'on a vu que ce fléau, il est en train d'augmenter, et on le voit aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Ouais. Et donc en partant de ce principe, on a dit, pourquoi pas, on va essayer de travailler ensemble les différentes structures hospitalières, les différentes spécialités, mais aussi les autorités, en particulier donc les ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation, pourquoi pas. On va commencer par le ministère de la Santé. Avec eux, on a élaboré le guide national de prise en charge de l'obésité, comment la diagnostiquer, comment la prévenir, comment bien sûr la traiter. Et pratiquement toutes les spécialités ont participé à l'élaboration de ce guide. Et donc, nous avons donc à l'occasion demandé et discuté avec le ministère, particulièrement Monsieur le ministre de la Santé, qui est fervent et défenseur de la prévention. Ouais. C'est important, il faut le dire. Justement, pourquoi pas avoir un plan national de lutte contre l'obésité, un plan national de nutrition. Ouais. Et bien sûr, avant de faire ce plan, théoriquement, il faut d'abord avoir des chiffres. Oui. Et ces chiffres sur l'obésité, malheureusement, pour le moment, sont anciens. Oui. Donc la dernière enquête remonte à 2016-2017. C'était pour les OMS, voilà, qui a démontré que 30% des femmes, 14% des hommes étaient obèses. Oui. En plus, le surpoids donc, dépasse largement l'obésité. Donc on a dit, pour faire des études, il faut bien sûr collaborer avec le ministère de la Santé et l'Institut national de santé publique. Donc on a commencé avec eux justement, quelle est la meilleure façon justement pour avoir une idée sur la situation de l'obésité en Algérie. Bon, l'idée, donc la première, c'est d'abord faire une petite étude chez les enfants, ce qui a été fait avec nos collègues de l'INSP. Et aujourd'hui, on a un chiffre sur les enfants. Les petits-enfants, à peu près, aujourd'hui, c'est 15%. Pardon, 13%. Oui. 13%, ça a été présenté lors du dernier congrès de la Société algérienne d'obésité et maladies métaboliques. Et on a dit, pourquoi pas, on va aller voir aussi l'obésité chez les adultes jeunes, oui. D'accord, particulièrement les adultes jeunes, les étudiants qui sont au niveau des cités universitaires.
Et après, donc, peut-être, pourquoi pas, on va faire une étude sur le plan national, la population, parce qu'attention, pour faire une étude, il faut des moyens aussi. Oui. Il faut une préparation, il faut former des médecins, il faut aussi avoir les moyens financiers, justement, pour D'ailleurs, acheter cette du étude elle matériel. se limite à la capitale, le site universitaire de Pour le la moment, on a capitale. choisi la capitale, donc je remercie le ministère de l'Enseignement supérieur, particulièrement Monsieur le ministre, qui a donné son accord pour réaliser cette étude, Monsieur le directeur de la santé de l'INSP, mais aussi le ministre de la Santé. Donc déjà, on a commencé la semaine passée, donc on a fait une rencontre avec les Formation. médecins. Voilà, formation rencontre avec les médecins des sites universitaires. On leur a expliqué justement une petite Comment préparation, procéder? comment procéder, surtout pour faire l'enquête avec le questionnaire. Et aussi, on va démarrer incessamment justement pour faire le dépistage à peu près sur un échantillon de 1700 ou 1600 adultes, patients, c'est-à-dire ils sont personnes, parce que Oui. pour nous, pour le moment, ils sont pas malades. Donc ça va se faire au niveau des différences. Il y a eu ils vont faire le tirage au sort. Donc il fallait préparer des moyens parce qu'il faut avoir les tensiomètres, les pèse-personnes, les mètres rubans. Il faut aussi avoir bien sûr les réactifs pour faire les prélèvements, pour faire Ah oui. bien sûr, parce qu'on doit dépister en même temps s'il y a des anomalies métaboliques, le diabète et d'autres anomalies. Par exemple, on va essayer en même temps de chercher s'il y a la notion de stéatose hépatique, de l'ANOS, s'il y a une hypertension artérielle associée, s'il y a des comorbidités. Donc c'est un travail quand même qui est important. Hein, Oui, oui. donc je salue donc, les médecins qui ont participé donc, à cette formation et qui ont exprimé donc, leur donc, satisfaction, mais surtout leur engagement pour réussir cette enquête. Elle prendra combien de temps? On verra en fonction parce que c'est en fonction parce qu'il y a plusieurs cités universitaires. Ah oui. Il y a des cités où on va, par exemple, enquêter sur 30, 40, 50. Il y a d'autres où on doit Filles et 200 à garçons? 250, bien sûr, filles et garçons, avec le directeur de l'INSP, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. D'accord. Professeur, comment savoir qu'on est en surpoids et à quel stade on passe du surpoids à l'obésité? Très bien, très bonne question. Donc, il y a ce qu'on appelle le BMI ou le Body Mass Index ou l'IMC, l'index de masse corporelle, c'est-à-dire le poids sur la taille au carré. Donc, on prend le poids le matin, à jeun, après aller voir aux toilettes. Donc, il faut peser la personne et puis calculer la taille, mètre carré. Si on trouve qu'elle est inférieure à 25 km par kilogrammes par mètre carré, ça veut dire que le poids est normal, inférieur à 25. Si c'est entre un peu plus 25, au-delà de 25 jusqu'à 30, on parle de surpoids, c'est-à-dire on n'atteint pas 30, 29, voilà, 9, on parle de surpoids, ou 29 déjà, on peut commencer à dire peut-être c'est une obésité. Au-delà, en 39, 40, puis 49, pardon, 30, 35, puis 35, 40, puis 40, 45, et ainsi de suite. Le degré de l'obésité augmente. Plus le degré de l'obésité augmente, plus le risque pour la santé augmente aussi. Donc c'est important, parce qu'on a constaté sur une série importante, à peu près sur 160 patients, que l'obésité morbide, c'est-à-dire au-delà de 40, 45, existe en Algérie. Malheureusement, on ne la voit pas, mais nous, dans notre unité, parce qu'au niveau de l'hôpital de Bir Traria, on a créé une unité dédiée à l'obésité. Et reconnue aussi par le ministère de la Santé avec donc l'intitulé Unité d'obésité, maladie métabolique. On a essayé de mettre tous les moyens justement pour diagnostiquer et prendre en charge les patients en situation d'obésité. Il y a les médecins, bien sûr, de spécialité, mais il y a aussi une psychologue, il y a une diététicienne, et on essaiera sur le plan d'activité physique aussi d'impliquer un éducateur d'éducation physique, et justement pour leur expliquer comment réduire leur poids, comment diminuer le poids grâce à l'activité physique et les mesures diététiques, mais aussi il y a des malades qui nécessiteront donc la prise de certains médicaments, parce qu'aujourd'hui il y a des médicaments qui sont disponibles et qui entraînent une perte pondérale parfois considérable, hein, qui peut aller de 5 jusqu'à 20% hein, du poids initial, donc c'est important. Si ça ne marche pas, donc on va être amené à poser l'indication d'une chirurgie, donc aujourd'hui d'une réduction soit
de la taille de l'estomac, du volume de Justement, l'estomac. professeur, bon, c'est vrai que l'obésité altère la qualité de vie et beaucoup de personnes obèses recourent à la chirurgie, notamment de l'anneau, de la sleeve ou prendre des médicaments. C'est efficace? Il y a plusieurs techniques. Bon, pourquoi on parle de l'obésité? Justement, votre question est intéressante parce que souvent, l'obésité est associée à d'autres maladies. Et lorsqu'elle est associée à d'autres maladies, c'est difficile de gérer les autres maladies. Ah oui. Je vous donne l'exemple, si vous avez un diabétique qui a une obésité, il est sous insuline, automatiquement, il va aggraver son poids. Oui. Donc, du coup, ça va être un problème de gérer son diabète et gérer son poids. La même chose si quelqu'un a un problème de l'apnée du sommeil, du trouble du sommeil. Quelqu'un qui a, par exemple, une HTA difficile à gérer. Quelqu'un qui a un prédiabète ou quelqu'un qui a d'autres problèmes cardiovasculaires. Donc, et c'est pour cela que nous, lorsqu'on parle de l'obésité, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a un excès pondéral. Oui. Même si on sait qu'il y a la stigmatisation, il y a les profils psychologiques, il y a beaucoup de problèmes. Mais ce qui nous intéresse en premier, c'est les problèmes organiques, c'est-à-dire les pathologies associées. Et particulièrement les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, les troubles. C'est le plus fréquent. C'est le plus fréquent, les affections les plus fréquentes. Et parfois, on n'arrive pas à gérer ces maladies si on ne gère pas l'obésité. Et justement, grâce aux études qui ont été réalisées sur les résultats de la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire sur le long terme, parce que maintenant, il y a au moins 20 ans, voire plus, donc de suivi des patients qui ont subi une chirurgie bariatrique, ou une chirurgie métabolique. On dit maintenant chirurgie métabolique, parce qu'il y a une modification du métabolisme. Donc, soit c'est la sleeve, soit c'est le bypass, soit aussi maintenant, il y a des techniques endoscopiques. C'est-à-dire, avec de l'endoscope, avec un fibroscope, on le met à l'intérieur de l'estomac, on va essayer de réduire la taille de l'estomac, le volume de l'estomac. Et ça entraîne, donc on a eu les 2 premiers cas qui ont été traités en Algérie, on l'a traité il y a à peu près 6 mois, personnellement avec un collègue saoudien qui est venu ici. Et donc, si vous voulez venir les voir, on peut les inviter, 2 patientes donc, qui ont perdu donc, du poids et qu'elles sont pour le moment satisfaites. Donc, c'est une technique, une des techniques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle de profil avec S, il y a des profils d'obésité. Il n'y a pas un type d'obésité, mais il y a plusieurs types d'obésité. Et même le traitement, que ce soit sur le plan de l'activité physique, sur le plan des mesures diététiques ou sur le plan de prise de médicaments ou chirurgie ou autre chose, c'est l'indication de chaque technique ou de chaque thérapeutique. Elle dépend du profil du patient et bien sûr de son souhait et du degré bien sûr de l'obésité. Quelqu'un qui a par exemple déjà un BMI supérieur à 40, qui a un diabète déséquilibré, qui a une HTA, qui a un trouble du sommeil, une apnée du sommeil, ça, je pense, d'emblée, il ne faut pas trop tarder, même si on lui préconise, bien sûr, les mesures habituelles, donc de changer le mode de vie, et en même temps, on lui donne un traitement, il ne faut pas trop tarder, donc pour poser l'indication alors que c'est nécessaire. Et on a vu, dans notre expérience, il y a des malades, on a eu une rémission complète du diabète. Chez certains malades, une rémission du diabète, correction de l'hypertension artérielle, ou réduction des chiffres tensionnels, mais aussi disparition carrément des troubles du sommeil, c'est-à-dire de l'apnée du sommeil. Et ça a été démontré dans plusieurs études. L'année dernière, lors du congrès, il y avait justement un célèbre chirurgien, c'est François Pateau, qui a une grande expérience en matière de chirurgie bariatrique. Il a présenté une très grande série et l'expérience sur le plan international qui a démontré clairement que la chirurgie bariatrique apporte un plus. Mais attention, la chirurgie bariatrique, il faut un suivi avant, il faut un suivi après. Il faut bien sélectionner les patients. Parce que les patients qui ont des troubles du comportement alimentaire, donc en général, risque de récidiver même après la chirurgie. C'est dangereux de récidiver? Bien sûr, c'est pour cela, bien sûr, parce que des fois, dans la littérature, il y a des gens qui sont devenus après alcooliques, il y a des gens qui sont devenus toxicomanes, il y a des gens qui sont suicidés. Donc c'est pour cela qu'il faut sélectionner les patients. Et d'ailleurs, pour ces patients-là, il faut même un avis psycho, voire avis psychiatrique, avant bien sûr de les opérer. C'est pour cela que je répète et j'insiste, les gens, ils pensent que traiter l'obésité, c'est opérer et laisser le malade. Non, il faut une bonne préparation avant. Expliquer au malade
et l'accompagner après sur le long terme pour, bien sûr, parce qu'il y a des récidives après, parce que le malade, s'il ne suit pas certaines règles, il risque donc Donc on maîtrise actuellement toutes ces techniques en Algérie. Oui, en Algérie, c'est vrai, c'est pas encore très répandu. Oui, il y a beaucoup qui partent en Turquie, c'est vrai. Malheureusement, la chirurgie bariatrique n'est pas disponible dans le secteur public, c'est surtout le secteur privé, parce que pour beaucoup maintenant, c'est de l'esthétique, ce n'est pas une thérapeutique pour gérer des maladies, malheureusement, alors que dans d'autres pays, ça fait partie donc de l'arsenal thérapeutique. J'espère que cette technique, on essaye, de toute façon, nous, dans la Société algérienne d'obésité et maladies métaboliques, avec les autorités, particulièrement le ministère de la Santé, justement d'inciter les collègues à créer des unités donc, de prise en charge de l'obésité, que ce soit bien sur le plan médical ou sur le plan chirurgical, parce qu'il serait intéressant, parce que c'est un problème national et international. Et cette obésité va encore augmenter. Et cette obésité, c'est elle qui va conduire à l'apparition d'autres maladies, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire les maladies métaboliques, diabète, hypertension artérielle, les troubles du sommeil, mais aussi les cancers. Il y a pas au moins de 13 cancers qui sont directement liés donc, à l'obésité. C'est pour cela qu'on est en train d'attirer l'attention sur la nécessité d'un plan national obésité, d'un plan national nutrition, parce que la nutrition pose problème chez nous. Qu'est-ce qu'il contient ce plan national auquel vous appelez? Avec le ministère de la Santé, justement, l'idéal... Il a donné son accord? Monsieur le ministre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est d'accord pour le plan national nutrition, pour le plan national obésité, et tout simplement parce qu'il est convaincu de la nécessité de la prévention. D'ailleurs, il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui donc la semaine de la prévention. C'est pas pour lui faire des éloges, loin de là, mais c'est la réalité, parce que ça m'intéresse beaucoup de parler des personnes qui s'intéressent à la prévention, parce que notre rôle, c'est d'abord prévenir les maladies, et puis si c'est nécessaire, bien sûr, il faut traiter, c'est tout à fait normal. C'est pour réduire le fardeau sur bien sûr les patients, nos patients, mais aussi sur la famille et les autorités aussi, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va être dépensé. Et donc, si on arrive justement à gérer, attention, parce que si on parle de plan national de lutte contre l'obésité et plan national de nutrition, ce n'est pas uniquement le ministère de la Santé, c'est pas le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé traite les malades surtout, mais c'est les autres secteurs. Vous avez le secteur, par exemple, du commerce, le secteur de l'agriculture, l'éducation nationale, particulièrement chez les enfants, et bien sûr le ministère de la jeunesse et des sports, le ministère de l'environnement. Il y a beaucoup de ministères il faut impliquer, plusieurs ministères, le ministère de l'Intérieur, il faut les impliquer dans la prévention et la lutte, bien sûr, contre ces fléaux pour éviter l'apparition des maladies et à partir de là, limiter donc, les dépenses de santé. Parce que plus le malade qui a une obésité aujourd'hui, un excès pondéral, si on le traite aujourd'hui, si on le prend en charge aujourd'hui, si on prévient aujourd'hui, on va éviter le diabète, toutes les maladies que j'ai citées tout à l'heure, parce que tout simplement, il n'y aura pas une maladie, mais on aura plusieurs maladies à la fois et plusieurs dépenses. On aura donc une ordonnance avec 12, 15 médicaments. Alors il vaut mieux un médicament que 15 médicaments. Donc, lorsqu'on parle des dépenses, parce que c'est nous aussi, indirectement, tous les Algériens sont responsables de cette dépense. Lorsqu'on parle de la sécurité sociale, c'est notre sécurité sociale avant tout. Bien sûr, on ne veut pas que la sécurité sociale tombe donc en faillite. Voilà, c'est important. Mais si la sécurité sociale déclare faillite, ça veut dire qu'on ne pourra plus rembourser les médicaments. Pourtant, on a toujours du mal à faire respecter la réduction du sel et du sucre dans les aliments et les boissons notamment. Oui, c'est pour cela qu'on a dit c'est un problème national, c'est un problème multisectoriel. Il y a plusieurs secteurs qui interviennent. On a posé la question à certains industriels, agroalimentaires. Ils nous disent, voilà, si on réduit le taux de sucre, personne ne va acheter ma boisson. Qu'ils essayent au moins. Il y a ben des oui, c'est important. Donc il faut aussi sensibiliser la population. Parce qu'ils sont habitués la population au sucre. Mais il faut sensibiliser aussi la population. Nous, on s'est habitués maintenant à tout ce qui est sucré. Et trop sucré. C'est pas uniquement trop sucré. Je l'ai raconté à maintes reprises. J'étais une fois avec un collègue professeur à un congrès à l'étranger. Je lui dis, écoute, il y a de la pâtisserie là-bas, on va essayer de goûter, on va comparer, on va voir comment. Je vous assure, il y a une grande différence entre le taux de sucre qui existe dans
les confiseries ou les pâtisseries qui existent ailleurs par rapport à nous. Il y a trop de sucre. Je connais une autre personne qui vit aujourd'hui à l'étranger et qui est en situation d'obésité. Il consommait sans arrêt ici les sucres, il consommait aussi tout ce qui est gâteau. Et lorsqu'il est parti à l'étranger, donc il s'est habitué, il a continué à consommer les gâteaux là-bas ou les pâtisseries. Et un jour, il est revenu ici en Algérie, il m'a dit, alors on va acheter encore des... Il a acheté chez le boulanger, de la boulangerie qu'il a l'habitude d'en acheter, je vous assure, il a mangé le premier morceau, il n'a pas pu le terminer. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, c'est trop sucré. Voilà, quand donc, on vous imaginez que pourquoi on dit que chez nous c'est trop sucré, c'est pas uniquement sucré, c'est trop sucré et trop salé par rapport à d'autres pays. C'est pour cela. Voilà, donc il faut impliquer plusieurs secteurs à la fois. C'est un problème national parce que la santé... Depuis longtemps qu'on en parle et qu'on n'arrive pas encore à l'appliquer. Il faut bien sûr, il faut toute une politique à tous les niveaux, bien sûr, chez l'agriculteur, bien sûr, chez le commerçant, mais aussi chez les familles. On explique aux familles, parce que la maman, par exemple, à chaque fois, elle nous dit, surtout pour les enfants, il est maigre, je veux qu'il prenne du poids. Elle le gave souvent, elle gave son enfant, la maman. Et donc, c'est tout à fait normal, ça a été démontré. Les enfants obèses d'aujourd'hui, c'est les futurs malades à l'âge de 40 ans et 45 ans. Oui. Ça a été démontré. Les enfants, l'OMS l'a déclaré, les enfants, l'obésité à 2 ans prédit l'apparition de l'obésité. La prise en charge des enfants, comment elle se déroule? Justement, chez les enfants, je pense, chez les enfants, il y a plusieurs centres qui s'occupent de ça. D'ailleurs, ils étaient impliqués avec nous dans l'élaboration du guide national de prise en charge, l'équipe de Babloued, l'équipe de Mimsous et d'autres équipes à travers le territoire national. Mais ce qui est important à signaler, c'est que l'obésité, si elle n'est pas génétique chez l'enfant, elle est facile à gérer si l'enfant ou la famille respecte les règles diététiques, parce que l'enfant va grandir. Et si on réduit donc les apports caloriques, et il fait de l'activité physique, il va perdre du poids. D'ailleurs, on constate souvent à l'époque, lorsque les enfants prennent un peu de taille, donc le poids diminue. Et lorsqu'ils atteignent l'âge de 20 ans ou 22 ans, donc ils commencent à grossir un petit peu parce qu'il diminue un petit peu d'activité, parce que souvent l'enfant il est très très actif, donc il faut laisser les enfants bouger. On n'a pas à les laisser. Voilà, mais c'est important, il faut créer l'environnement qui lutte contre l'obésité. Parce qu'aujourd'hui, on a un environnement obésogène. Donc il n'y a pas de lieu où on peut bouger. Tout est sucré et trop sucré. Et bien sûr, en même temps, il y a les facteurs psychogènes. C'est assez important, il faut le dire, parce que donc, on mange mal, on ne bouge pas, et parfois les gens dorment mal aussi. Et en plus du stress, c'est un tout. D'accord? Donc il faut changer cet environnement obésogène pour que les gens puissent faire de l'activité physique. C'est l'objectif du plan national? C'est l'objectif justement du plan national, changer l'environnement obésogène justement pour réduire le taux de surpoids et de l'obésité et à la fin bien sûr réduire le nombre de malades, que ce soit pour le diabète ou l'hypertension artérielle ou les autres pathologies et même pour le cancer. Maintenant, avec la disponibilité du guide contre l'obésité, les professionnels de la santé ont un outil de prise en charge. La prise en charge s'est améliorée maintenant? C'est difficile maintenant mais en tout cas, il y a une prise de conscience concernant la prise en charge de l'obésité. Avant 3 ans, 4 ans, très peu de gens parlaient de l'obésité, souvenez-vous. Oui. Aujourd'hui, tous les congrès en parlent. Oui, les gens parlent, ils participent, ils demandent, les médecins aussi, ils demandent de la formation, ils veulent être formés, justement, et on souhaiterait justement organiser des masterclass concernant le dépistage et la prise en charge de l'obésité dans l'avenir, pour bien sûr impliquer particulièrement les médecins généralistes, parce que c'est eux qui sont confrontés directement à ce problème, pour peser les patients, les toiser et calculer le BMI. Et bien sûr, savoir donner donc des conseils pour les patients qui ont un excès pondéral ou qui ont une obésité. Parce que des fois, il faut aussi demander l'autorisation pour parler avec quelqu'un
peut ne pas lui dire directement vous êtes obèse, Mais ça se voit, c'est très difficile, hein, d'accord? C'est vrai, il y a beaucoup de stigmatisation, Oui. hein, surtout les enfants acceptent mal quand on les stigmatise, et on sait qu'au niveau des écoles, il y a beaucoup de conflits, des bagarres et tout ça, à cause, parce que ou je ne sais pas quoi, la vache, c'est cette expression qui se répète à chaque fois. Mais attention, l'objectif, c'est pas pour stigmatiser la personne. C'est important, c'est pour attirer l'attention, pour lui dire voilà le problème. Maintenant, s'il ne veut pas suivre les conseils, ça pose aucun problème. Oui. Et en plus, parfois, ce n'est pas la faute au malade ou la faute à la personne. Parce que des fois, bouger plus et manger moins ne suffit pas. Oui. Attention. Et non, des fois, ça ne marche pas à tous les coups. Oui. Peut-être qu'il y a une autre cause. Ben là, il y a une cause médicamenteuse, il y a une hypothyroïdie, il y a un problème génétique, il y a d'autres problèmes, il y a un problème psychologique. Oui. Donc c'est pour cela qu'il faut voir la maladie, c'est-à-dire l'obésité, comme une maladie multifactorielle, pluridisciplinaire. C'est une maladie chronique, donc il faut savoir la prendre en charge progressivement, par étapes, expliquer aux malades, bien sûr, parce que pour nous, maintenant, l'obèse, c'est un malade, lui expliquer que ça risque de prendre du temps. Et l'objectif, c'est pas de perdre tout de suite et après reprendre juste après. Ça a été démontré. Les régimes trop stricts, en général, vont accompagner, suivis après quelques semaines ou quelques mois, donc d'une prise pondérale parfois plus importante. Et en même temps, même avec les traitements qui sont disponibles aujourd'hui à l'étranger, il y a des traitements, malheureusement, qui coûtent excessivement cher. Nous espérons qu'ils seront disponibles en Algérie bientôt, parce qu'il y a certains qui vont tomber dans le domaine public, donc ils seront peut-être commercialisés sous forme biosimilaire, mais aussi il y a d'autres, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres techniques sur le plan chirurgical. Donc c'est une approche et c'est une prise en charge pluridisciplinaire, donc multimodale si vous voulez, donc qui nécessite la participation de plusieurs spécialités à la fois. Et je pense que c'est ça l'objectif du plan national. Mais avant, je pense, de faire ce plan national, il faut d'abord avoir des chiffres. On commence à les avoir. D'abord le chiffre concernant les enfants, peut-être chez les jeunes adultes, et puis chez la population générale. Et je suis sûr que c'est plus de 22% maintenant l'obésité. Et même le diabète, on disait que c'était 14,4%. Je suis sûr que le diabète aussi, c'est plus parce qu'il y a une augmentation de l'obésité. Et qui dit augmentation de l'obésité, augmentation donc du diabète. Il y a des personnes obèses qui recourent à des traitements, des médicaments notamment pour perdre du poids, c'est dangereux. Oui, bien sûr, il y a des médicaments, parfois ils utilisent n'importe quoi, hein, d'accord. Notamment un médicament qui est destiné au diabète et qu'on fait sa promotion maintenant. Non, il y a des médicaments qui sont destinés au diabète et c'est important, surtout ce médicament-là, il faut l'utiliser chez les patients qui ont un excès pondéral. C'est important. Nous, personne. À ne pas décider seul. Ah non, bien sûr. C'est toujours, bien sûr, il faut que le malade soit encadré parce que le médicament, il peut entraîner des complications, des vomissements, de la diarrhée, il peut entraîner des complications. Parfois, il est mal toléré, mais le plus souvent, on peut dire dans 70% des cas, donc le médicament, il est très bien toléré. Et nous, on l'utilise. Hein. Les malades le ramènent de l'étranger. Mais ils le ramènent même à 300 €. Donc, l'idéal, c'est de l'avoir ici. Et même si on ne le rembourse pas, l'essentiel, les malades, ils le trouvent sur place. Il est disponible, donc comme pour d'autres médicaments. Donc, surtout pour les patients obèses, ces médicaments, et qui ont d'autres pathologies, donc je pense que les médicaments sont nécessaires, accompagnés, bien sûr, d'une prise en charge psychologique, diététique, un encadrement global. Ça se fait, vous faites ce suivi Oui, nous on le fait. J'ai une équipe, donc comme je vous l'ai dit, une équipe avec une unité. Et je salue donc particulièrement Dr Green et Dr Chollet qui font du bon travail. Et je vous assure que parfois je suis surpris du nombre de patients qui consultent parce que les délais de consultation maintenant sont lointains. Parce que des fois il faut 1 heure de consultation. Surtout la durée de la première consultation, c'est à peu près 1 heure.
Ah oui, c'est 1 heure parce qu'on est obligé de l'interroger, de chercher toutes les complications nécessaires, puis on le fait passer chez le psychologue, puis chez la diététicienne, justement pour lui expliquer comment faire sur le plan nutritionnel et comment faire l'activité physique. Et bien sûr, malheureusement, il y a beaucoup Elles existent ailleurs, il y a ces beaucoup, unités? oui, bien sûr. Nous, on s'est inspiré de ce qui a été fait Non, je ailleurs. parle de l'Algérie, d'autres... L'Algérie, oui, il y a certaines unités, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants. Il y a, par exemple, à Oran, il y a le docteur Tifia qui fait ça, un chirurgien public, Ben Slimane, qui a fait pas mal de chirurgie, c'est-à-dire opéré pas mal de malades. Il y a des libéraux aussi, ici en Algérie, et aussi à Oran, et même à l'Est, concernant la chirurgie bariatrique. Bon, les unités, maintenant, pour les unités, je ne sais pas s'il y a des unités propres dédiées à ça ou pas, parce qu'il faut demander au ministère de la Santé, il faut justifier pourquoi vous voulez créer une unité avec des objectifs. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui ont proposé ça. Ont initié ce genre. Mais dans le guide, on a demandé, justement, pour que les autorités incitent les professionnels de la santé, particulièrement les chefs de service ou les directeurs des hôpitaux, à créer des unités au niveau de chaque hôpital, ou du moins au niveau chef-lieu de wilaya, pour envoyer les malades là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez recommander à ces personnes de consulter? Oui, moi je pense, bon, de toute façon, l'idéal c'est tout le monde consulte au moins 1 fois par an. Tout le monde. Mais ce qui est important aussi, c'est que le médecin doit peser ses malades, doit calculer le BMI, et bien sûr, il faut qu'il discute s'il trouve que le patient il a un excès pondéral, il a une obésité, il faut qu'il discute avec lui expliquer qu'est-ce qu'il doit faire sur le plan nutritionnel et sur le plan activité physique. Et si c'est nécessaire, bien sûr, l'envoyer dans une unité où il sera pris en charge. D'accord? Donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une prise en charge disciplinaire. Nous, dans le guide, on a dit qu'avant d'opérer un patient, il faut qu'il passe dans la RCP ou la réunion pluridisciplinaire, justement pour prendre une décision. Est-ce qu'il faut opérer ou il ne faut pas opérer? Et quel type d'intervention chirurgicale aussi? Et après, bien sûr, pour le suivi, parce que c'est important. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le devenir de ces malades, le devenir sur le long terme. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces malades? Soit sous traitement, soit après chirurgie. On aimerait bien savoir comment a été l'évolution. Est-ce qu'il y a disparition des pathologies sous-jacentes? Est-ce qu'ils ont fait des complications ou pas? Est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas? C'est tout ça qui nous intéresse. Et bien sûr, dans le secteur privé, donc ça coûte un peu cher. C'est tout à fait normal, mais il serait intéressant justement de réfléchir comment trouver le moyen pour faire ces interventions au niveau du secteur public, au moins pour les nécessiteux. Et bien sûr, ceux qui ont les moyens, ils pourront le faire à titre privé, mais aussi peut-être réfléchir dans l'avenir pour les malades qui ont des comorbidités, qui ont un diabète déséquilibré, qui ont une pathologie cardiovasculaire, qui ont un risque élevé de cancer, peut-être aussi, pourquoi pas, dans l'avenir, réfléchir à rembourser ces techniques, c'est-à-dire cette intervention chirurgicale, justement pour prévenir l'apparition des complications. Maintenant, si on dit que je ne sais pas, l'intervention coûte 700 000 dinars ou 500 000 dinars, plus ou moins. Si, par exemple, aujourd'hui, la Caisse de sécurité sociale va faire ses calculs sur le long terme, elle va gagner 1 million de dinars. Moi, je pense qu'il vaut mieux rembourser aujourd'hui l'intervention chirurgicale que de laisser le malade compliqué et développer d'autres maladies. Ils vont dépenser encore des sommes importantes. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous pour votre invitation et merci à vos auditrices et auditeurs. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.